Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Le corps de la jeune pâtissière disparue à Béziers a été retrouvé dans un gouffre près de Narbonne. Le corps était ligoté et dissimulé dans un sac de sport de type militaire. De quoi faire porter un peu plus les soupçons sur son ex-compagnon, un légionnaire de 36 ans. C'est d'ailleurs sur ces indications que la police a fait la macabre découverte. L'homme placé en garde à vue refuse toujours de s'expliquer. Il pourrait être poursuivi pour assassinat si la préméditation est avérée. L'autopsie prévue dans les heures prochaines devrait permettre d'en savoir plus. La victime était mère d'une fillette de 2 ans et demi. Cambriolage qui tourne mal, règlement de compte ou agression gratuite, aucune piste n'est écartée au lendemain du crime qui s'est déroulé dans cette agence de voyage à Paris, un crime d'une extrême violence. La gérante a été retrouvée morte dans son commerce, tuée de plusieurs coups de couteau. C'est sa stagiaire de retour de pause déjeuner qui a donné l'alerte. Ces traces de sang retrouvées à quelques mètres de là auraient mené les enquêteurs jusqu'à la station de métro voisine. Des enquêteurs qui analysent les images de vidéosurveillance. Un homme serait activement recherché. Une claque judiciaire pour le maire de Coussort dans le Nord. L'élu a été condamné à 1 000 € d'amende avec sursis pour avoir giflé un adolescent rebelle. Ce dernier l'aurait insulté et menacé de mort. L'élu pourrait faire appel de cette décision symbolique sur l'épineuse question de la responsabilité des maires. C'est la déception pour le maire de Coussort. Pour cette gifle sur un adolescent en 2010, le tribunal l'a reconnu coupable de faits de violence par personne dépositaire de l'autorité. Je me sens un peu lésé parce que je suis persuadé que j'étais dans le cadre, dans la figure d'une légitime défense. Dans ce contexte-là, rien ne l'empêche ce soir de recommencer avec ses copains. Ils ont gagné, le maire est coupable. Le jeune homme, représenté par son père, a déjà été condamné pour outrage. Il aurait tenu des propos provoquants avant de recevoir une gifle, mais le tribunal juge la réponse du maire disproportionnée. Aujourd'hui, l'élu doit lui verser 250 € de dommages et intérêts, mais dans cette affaire, il s'agit surtout d'un symbole. Il a été condamné, c'est normal, on a tenu compte de ses contradictions, de ses mensonges, et voilà. C'est aussi un rappel à travers cette décision que les élus, les notables, y compris M. Boissard, le maire de Coussort, n'est pas au-dessus des lois. D'autres élus de communes alentours venus soutenir Maurice Boissard considèrent au contraire qu'il a été condamné plus sévèrement parce qu'il est maire. La décision de justice qui est rendue ce matin confirme l'idée que finalement les élus de la République, les maires, le premier d'entre eux, n'ont que des devoirs, que des responsabilités, et que le jour où dans leur vie quotidienne ils sont confrontés à une difficulté, ils sont lâchés par l'institution judiciaire. C'est ça le message qui est rendu par le tribunal ce matin, et c'est pour ça que ce message-là ne peut pas être accepté par les élus qui tous les jours font de leur mieux. Le maire de Coussort n'a pas encore décidé s'il ferait appel de la décision. Je peux vous dire qu'il ne faut surtout pas que vous tombiez dans le désespoir. Message de solidarité d'une Lejabi à ses salariés de la pépinière d'Elbar dans l'Allier. Eux aussi cherchent un repreneur pour sauver leurs emplois. Rose à la main, mais visage tendu, ils se sont rassemblés ce matin devant le tribunal de commerce de Montluçon, lequel réunira une nouvelle audience pour étudier les offres de reprise. Les 2 déposées à ce jour prévoient de très nombreux licenciements. C'est énorme, c'est toute une vie qui va disparaître. Les gens les connaissent tous. C'est des familles, c'est des enfants qui vont à l'école. On meurt. Les salariés espèrent d'autres repreneurs d'ici le 16 mars, date de la prochaine audience. Un nouveau procès de l'amiante à Amiens. 200 anciens salariés de Valeo réclament des indemnisations aux sous-traitants automobiles. Ils veulent être dédommagés pour leur exposition prolongée à l'amiante et estiment qu'il y a eu grave négligence de l'employeur. Le tribunal des prud'hommes d'Amiens était trop petit. Cette salle a dû être réquisitionnée pour accueillir les 200 anciens salariés de Valeo. Parmi eux, Didier, 32 ans chez le sous-traitant automobile. Il est parti en pré-retraite en 2008, mais il ne perçoit que les 2/3 de sa pension. Comme lui, les 200 salariés présents demandent selon les cas un complément entre 15 000 et 100 000 € par personne. On attend quand même que Valeo participe financièrement parce que pour l'instant ils s'en sortent très bien, donc c'est quand même pas normal. Si on empoisonne son voisin, on va payer, donc il n'y a pas de raison. Entre 1958 et 1992, ces salariés ont été contaminés à l'usine d'Amiens. Les dangers de l'amiante étaient pourtant connus. Leurs avocats considèrent donc que la direction aurait dû les protéger.
on demande la réparation de la contamination qui a été la leur. Puisque on parle bien de contamination. C'est des personnes qui n'ont pas encore développé de pathologie. Leur espérance de vie, et c'est les études scientifiques qui ont été menées en la matière qui l'indiquent très clairement, est réduite de 10 ans. Et pour beaucoup d'entre eux, il y a aussi l'angoisse de contracter des maladies. Chaque examen est un stress, surtout quand on sait que l'amiante tue plus de 3600 personnes en France chaque année. D'ailleurs, depuis que ce collectif s'est constitué fin 2010, 6 salariés sont tombés malades et 1 est décédé. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais sera-t-il inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est en tout cas en bonne voie. Après des années de travail des élus et des associations locales, la candidature sera enfin examinée par le comité en juin prochain. La reconnaissance d'un patrimoine industriel qui a façonné durant près de 3 siècles les paysages de toute une région. Cité 12, entre Lons et Losangoël. Un alignement de petites maisons d'ouvriers, plus loin celle du cadre et de l'ingénieur. Un ensemble parfaitement conservé, symbole de la hiérarchie minière. Exemple aussi d'un patrimoine unique que le Nord-Pas-de-Calais espère aujourd'hui voir inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui caractérise le territoire, c'est essentiellement la mono-industrie du charbon. Le charbon n'est pas resté sur place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a que la strate charbonnière et en termes de paysage, c'est extrêmement lisible. Alors que d'autres bassins industriels en Europe, dans la Ruhr ou en Belgique, il y a une espèce de conglomérat de diversité d'industries. En tout, ce sont ainsi 4000 hectares de paysages miniers entre Fresnes-sur-Escaut et Bruyères-la-Buissière qui seront présentés à l'UNESCO. Corons, fosses ou terris, retraçant toute l'histoire de l'exploitation du charbon et près de 10 ans de travail pour les porteurs du projet jusqu'au dépôt du dossier par la France devant l'UNESCO. C'était il y a 2 ans. Normalement, en étant déposé en 2010, on aurait dû être examiné à la session de l'été 2011 du Comité du patrimoine mondial. Or, on a été décalé d'1 an, on n'a pas été examiné l'année dernière. Il y avait d'autres dossiers qui, eux, avaient déjà été présentés au comité et qui avaient déjà été reportés, puisque le comité n'est pas obligé de vous inscrire, il peut demander des compléments. Mais cette fois, plus de doute, c'est certain. La candidature du bassin minier sera bien examinée cet été. Reste à attendre la décision du comité. Il se réunira du 24 juin au 6 juillet prochain à Saint-Pétersbourg. C'est le début de la fin pour ces billets et leurs illustres représentants. 10 ans tout juste après le passage à la monnaie unique, c'était le dernier jour pour les échanger contre des euros. Du coup, la Banque de France a été prise d'assaut aujourd'hui. Des retardataires désireux de se débarrasser de leurs francs, désormais sans valeur, hormis pour une poignée de spécimens. Une opération très rentable pour l'État. Elle pourrait rapporter 500 millions d'euros au budget, car tous les billets non échangés seront effacés de la dette publique. Et le taux de retour s'annonce faible. Des millions de billets échangeables n'ont pas été rapportés. À la Banque de France, depuis quelques jours, un flot ininterrompu de personnes sont venues échanger les derniers francs. Est-ce que les billets sont sur la fiche, s'il vous plaît? Les derniers billets sont échangeables en euros, mais pas les anciens billets. Il y a encore des gens qui ont des 500 francs Pascal, des 100 francs de la Croix, et qui pensent que ces billets sont échangeables. Alors ceux-là ne le sont plus. Ils ont été totalement privés du cours légal et ne sont plus échangeables depuis 2009 ou 2008. Voilà, donc là on échange vraiment que la dernière gamme, celle qu'on a émise, donc les billets Gustave Eiffel, Pierre et Marie Curie, Paul Cézanne, Saint-Exupéry et Debussy. 360 personnes sont venues hier échanger leurs derniers billets. Souvent, des petites sommes ont été conservées bien à l'abri. Il y a 800 francs. De la maison, on les avait comme ça, gardés, oublié de les changer, quoi. On n'a pas pensé de les changer au bon moment, quoi, c'est tout. Puis on a attendu, on a traîné pour les changer le dernier jour, quoi. 500. Et d'où ils viennent? Eh ben de mon armoire. Et pourquoi les avoir gardés? Ben j'ai plus pensé. Beaucoup de francs contre une somme bien moindre en euros. 1 euro, c'est encore près de 6 francs 56 centimes. Bon ben voilà. Ça fait moins riche. Ça fait moins de billets. Ça tient moins de place. Le salon de l'agriculture ouvrira ses portes le 25 février prochain. Parmi les exposants, une petite entreprise tarnaise. Elle sera de l'aventure pour la 20e année consécutive. Ce fabricant de chaussettes en mohair et autres lainages résiste plutôt bien à la concurrence étrangère. Son secret, le Made in France.
J'étais partie d'être agricultrice. J'ai aujourd'hui un petit atelier de tricotage et c'est un beau pari, ouais, je suis fière. Myriane Joly porte à bout de bras sa petite entreprise depuis 1983. Miss Aigle est spécialisée dans la fabrication de chaussettes, principalement en mohair, issues partiellement de l'élevage de la patronne. Chaque année, 200 000 paires sortent des ateliers qui se sont agrandis progressivement. Et pour ne rien gâter, la conjoncture de ces derniers jours a été très favorable. C'est incroyable avec ce froid, on n'arrête pas d'avoir des demandes, il faut refaire ces chaussettes sans arrêt. Là, ouais. Avec un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros en 2011, la société Miss Aigle est par excellence une entreprise de main-d'œuvre, malgré la modernisation de l'outil de production. Salariés et direction font de la résistance face à la concurrence. Il s'agit de préserver ce savoir-faire pour que les chaussettes restent tarnaises. La fabrication française prend tout son sens. Le travail de là-bas, il n'est pas aussi bien fait qu'ici. Hein. Déjà la matière, déjà le... Vous trouvez que c'est bien les choses qui arrivent de Chine? Il n'y a rien qui est bien fait. Hein. Ah, moi, je ne me vois pas ailleurs qu'ici, bien sûr. Mon métier n'a du sens que parce que je fabrique ici en France. Sinon, je changerais de métier. Ces chaussettes, c'est les nages. Les visiteurs du prochain salon de l'agriculture pourront les retrouver, les essayer au stand de la société Miss Aigle, qui pour la 20e année consécutive sera présente porte de Versailles. Une paire de chaussettes collector a été réalisée pour l'événement. C'est la Valentine de la mascotte du salon qu'on a reproduit en chaussettes et donc qu'on aura sur le stand. Ouais. C'est vraiment l'histoire de marquer le coup et de fêter notre anniversaire comme ça. Et les 14 salariés seront aussi du voyage à Paris le vendredi 2 mars pour souffler ensemble les 20 bougies de Miss Aigle au Salon de l'Agriculture. Bison futé voie noire ce week-end sur les routes, en particulier en région Rhône-Alpes où les vacances scolaires ne sont pas terminées. Des Rhône-Alpins rejoints par les Franciliens qui débutent, eux, leurs vacances. À proximité des stations de ski, comme ici en Isère, le réseau de transport dans les gares routières est renforcé pour faire face à cette affluence. 10 000 voyageurs sont attendus demain en gare de Grenoble. Il y a des TGV qui sont un peu moins remplis, il y en a d'autres qui sont supplémentaires. Donc en fonction de ça, les autocaristes s'adaptent et à partir de là, on fait en sorte que la personne qui arrive par exemple de la région parisienne passe le moins de temps possible en gare routière et se retrouve rapidement en station. Loin du tumulte des grandes stations des Alpes et des Pyrénées, les toutes petites stations font elles aussi le plein. C'est le cas notamment en Lozère. C'est une petite station de ski perchée sur les hauteurs du plateau de l'Aubrac. Pas la plus petite de Lozère, mais presque. Ici, à 1300 mètres d'altitude, les 3 pistes de ski alpin sont ouvertes. Une verte, une bleue et une rouge. Rien de grandiose, juste ce qu'il faut à ce groupe d'enfants du village. Sur les pistes, à peine quelques dizaines de personnes. Ce père de famille est venu du Cantal avec ses enfants. On vient skier en Aubrac parce qu'on aime bien l'Aubrac. Et pourquoi ici en particulier? Tranquillité, pas d'attente pour remonter, c'est convivial, c'est familial, c'est bien. Rien à voir avec les grandes stations des Alpes ou des Pyrénées. Ici, on vient pour l'atmosphère paisible. La station revendique les tarifs de remontée mécanique les plus bas de Lozère. On a beaucoup de familles, avec beaucoup de débutants dans les familles. C'est pour ça que la station, ils aiment bien y venir parce que pour eux, il y a moins de monde, c'est moins compliqué. Ici, les skieurs viennent pour des séjours souvent plutôt courts, 3 ou 4 jours, suffisants pour dynamiser l'économie locale. Un village français, saison 4, bientôt sur France 3. En attendant la diffusion télévisée, la série a eu droit au grand écran. Une avant-première dans un cinéma de Limoges, en présence de 400 personnes. Des spectateurs pas comme les autres, la plupart d'entre eux ont participé au tournage en tant que figurants. Très attendue, la saison 4 commence à la gare des Moutiers. Un bel hommage rendu aux Limousins et aux figurants. Certains se reconnaissent dès les premières scènes, même de dos et passé chez l'ennemi, comme ce maître chien SS, ravi par la série. Finalement, on s'en lasse pas, il y a une continuité intéressante, ils arrivent à... Oui, je trouve que c'est bien et ça fait même penser à des choses d'actualité aussi, donc non, je trouve que c'est très bien. D'autres sont troublés par cette histoire qu'ils ont vécue. Je retrouve bien sûr certaines choses que j'ai, comme je vous disais, que j'ai eu l'occasion de connaître. Par exemple, l'arrestation des Juifs qui était quelque chose de vraiment très
très pénible. Un village français est profondément ancré dans la grande histoire, porté par la vie des personnages, leurs émotions, une histoire montrée dans toute sa complexité. On ne pourrait pas raconter cette histoire de France en 1h30. C'est arrivé dans beaucoup de films, au risque d'être très manichéen, c'est-à-dire dans un raccourci, de dire que tout le monde a été résistant ou bien que tout le monde a pu être plus ou moins collaborateur. La réalité, c'est que plus de 90% des Français n'étaient ni collaborateurs ni résistants et que quelques-uns se sont engagés progressivement, qui ont fait nombre très important pour pouvoir vaincre l'occupant. Vous êtes renseigné sur ce qui s'est passé pendant la guerre, l'occupation. Le public se montre curieux, intéressé par le propos, mais aussi les secrets du tournage. Acteurs et producteurs répondent sans détour. Une rencontre rare pour une série destinée à la télévision. Je trouve qu'ici, les gens sont particulièrement touchés avec profondeur et simplicité. Et de la pudeur aussi. Et donc, oui, ça me touche beaucoup. 10 millions de spectateurs ont déjà vu au moins un épisode d'Un village français. C'est une autre échelle.